donc de la sclérose en plaques. Voilà. Donc comme vous le savez très bien, c'est une affection inflammatoire, donc auto-immune, donc qui a une composante justement liée à la production d'anticorps qui sont dirigés contre la myéline. C'est une maladie qui est chronique, qui évolue dans le temps, qui évolue également par poussée. C'est une maladie donc, qui touche principalement le système nerveux central, et qui dit système nerveux central, dit l'encéphale ou le cerveau, le cervelet, et également la moelle épinière. Donc c'est une affection qui survient par démyélinisation, donc des plaques qui se détachent au niveau de la moelle épinière, enfin de la myéline, la substance blanche, du système nerveux central, et donc elle peut toucher aussi bien le cerveau que la moelle épinière, et donc en fonction de la localisation de ces plaques, vous allez avoir des manifestations donc, cliniques. Et vous imaginez que si vous en avez un peu partout, ben forcément vous allez avoir différents symptômes, puisque vous imaginez très bien que chaque partie du cerveau contrôle une partie, bien évidemment, du corps. C'est ce qui explique justement ce tableau clinique très riche de la sclérose en plaques. C'est la première cause de handicap non traumatique du sujet jeune. Donc ça, c'est vraiment très schématique, mais je vous l'avais très bien vu dans la première session quand ça a été précisé. Donc c'est une altération de la gaine de myéline, donc qui va affecter bien évidemment tout le système nerveux central, à savoir la moelle épinière et l'encéphale, ce qui va bien évidemment générer donc, une multitude de symptômes. C'est une maladie également qui évolue de façon très différente d'un patient à l'autre. Donc vous avez cette évolution par poussée, et l'évolution est variable en fonction du type. Il y en a ceux qui vont récupérer de façon ad integrum, donc ils vont récupérer la totalité des symptômes. D'autres vont garder un petit fond de handicap ou de lésion séquelaire, et en fonction des poussées, il va y avoir une évolution bien évidemment des séquelles qui persistent. Vous avez également la dernière forme, ou la forme donc la majeure en fait, qui est la plus grave, c'est celle qui est rapidement progressive, et puis vous avez une autre forme qui est secondaire mais qui est également progressive. Donc chaque forme, bien évidemment, sera à l'origine d'un certain nombre de séquelles, dont la sévérité sera variable bien évidemment en fonction de la précocité du diagnostic, des traitements mis en place, et de la forme propre de la sclérose en plaques. Alors, du fait qu'on ait cette évolution par poussée, cette lésion de la myéline, qui se trouve un peu partout au niveau du cerveau et de la moelle épinière, on va avoir des symptômes qui sont très riches et très variables. Alors, moi, je les cite à titre indicatif, je ne vais pas tous les traiter. Donc, vous pouvez avoir des troubles du contrôle moteur, c'est la paralysie, c'est la lourdeur que vous avez citée tout à l'heure. Vous allez avoir un problème de rigidité, en fait, c'est une hypertonie, ce qu'on appelle la spasticité. Vous pouvez les voir, donc ils ont cette position, le membre supérieur fléchi, le membre inférieur en extension, ou en fonction de la parésie, vous allez avoir un schéma moteur particulier. Le trouble de l'équilibre et de la coordination, donc le trouble d'équilibre qui peut avoir plusieurs origines, soit une atteinte du cervelet, des noyaux vestibulaires, de la sensibilité profonde. Donc là, l'équilibre, il a plusieurs causes possibles qui peuvent être à l'origine des troubles d'équilibre, ou ce qu'on appelle ataxie. Vous avez les troubles de la coordination, très souvent en rapport avec l'atteinte du cervelet. Vous pouvez avoir, comme vous l'avez dit, les paresthésies, les troubles sensitifs, qui peuvent être soit subjectifs, soit objectifs. Les troubles visuels, les troubles cochléaires, génitosexuels, les troubles cognitifs, la fatigue, les troubles de la parole, comme vous avez dit, et les troubles de la déglutition. Et bien évidemment, tous ces symptômes-là, ou ces troubles-là, vont être à l'origine d'une réduction de la capacité fonctionnelle du patient. Alors quand je parle de capacité fonctionnelle, si je m'adresse au membre supérieur, le membre supérieur, il sert à saisir les objets. Donc si j'ai une paralysie du membre supérieur, il va y avoir une altération de tout ce qui est préhension sur le plan fonctionnel. Au niveau du membre inférieur, quand vous avez une atteinte, une paralysie, que ce soit unilatérale, bilatérale ou donc d'un hémicorps, vous allez avoir une gêne éventuellement de la marche. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les capacités fonctionnelles. Alors pour la session d'aujourd'hui, moi je vais plutôt vous traiter tout ce qui est neuromoteur, tout ce qui est fonctionnel, et éventuellement les troubles vésico-sphinctériens et génitosexuels. Alors, quand on parle de contrôle moteur, donc avant de passer à la gestion, bien évidemment, il va falloir prendre le temps d'évaluer ces troubles.
savoir un peu la sévérité de l'atteinte. Quelqu'un qui a une monoparésie ou une monoplégie, par exemple, bien évidemment, l'impact fonctionnel sera différent que quelqu'un qui a une atteinte des deux membres supérieurs ou des deux membres inférieurs. Donc, il est important, avant de gérer ces troubles, il va falloir tout d'abord les évaluer. Alors, comment est-ce qu'on évalue ces troubles? Je vais commencer par le contrôle moteur. Alors, pour le contrôle moteur, c'est-à-dire la capacité du patient à saisir l'objet. D'accord? Alors, plusieurs tableaux sont possibles. On peut avoir soit une hémiparésie, c'est-à-dire l'atteinte d'un hémicorps avec une atteinte partielle et pas totale de la commande volontaire. Une paraparésie, c'est l'atteinte des deux membres inférieurs. Une monoparésie, l'atteinte donc d'un seul membre. Ou alors, carrément, dans les formes parfois plus sévères sur le plan fonctionnel, on peut avoir une atteinte des 4 membres à la fois. D'accord? Alors, pour évaluer cette sévérité, il y a une échelle qui nous permet de coter l'importance du déficit. Donc, c'est ce qu'on appelle le Medical Research Council. Donc, c'est une échelle qui cote de 0 à 5 la commande motrice. Alors, comment est-ce qu'on cote ce mouvement? Alors, vous avez donc l'échelle 0, c'est quelqu'un, je lui ai demandé de saisir l'objet, elle est incapable de faire, par exemple, le mouvement d'extension ou de flexion. Donc, on évalue groupe musculaire par groupe musculaire. Par exemple, pour tout ce qui est flexion, ça va être le biceps, par exemple. Alors, si elle est dans l'incapacité de générer tout mouvement, elle est à 0. S'il y a une possibilité de mouvement partiel, une petite contraction, mais qui ne permet pas le mouvement, on est à 1. À 2, quand il y a un mouvement, mais qui doit se faire avec un support, il faut anéantir l'effet de la pesanteur. Le 3, c'est quand quelqu'un qui est en mesure, une dame qui est en mesure de saisir l'objet, son problème, sous l'effet de la pesanteur. Le 4, quand on y applique une petite résistance. Et le 5, quand on applique une forte résistance. C'est comme ça qu'on a une idée sur l'importance de la sévérité du déficit moteur. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'appréciation de la commande volontaire. Deuxième trouble moteur, c'est là, vous avez parlé de raideur. En fait, nous, quand on utilise le terme de raideur, c'est pour parler d'une limitation articulaire. Une raideur, c'est d'origine articulaire. Mais la raideur que vous sentez quand, par exemple, vous voulez piquer la patiente, vous voulez étendre le bras, vous sentez qu'il fléchit. Alors ça, c'est pas un problème articulaire, mais c'est un problème de tonus musculaire. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le tonus musculaire? C'est la résistance à l'étirement d'un muscle. C'est-à-dire quand, voilà, c'est du passif, vous voulez étendre le bras du patient, vous le saisissez, vous demandez à la patiente de se relâcher, elle le fait sans problème, vous n'avez pas cette résistance. Par contre, quand vous avez la spasticité ou l'hypertonie pyramidale, qui est d'origine pyramidale, alors vous essayez d'étendre et vous sentez que ça vous résiste. C'est ce qu'on appelle donc la spasticité. Donc c'est une hypertonie pyramidale, spastique, donc qui résiste à l'étirement du membre. En général, au niveau du membre supérieur, elle prédomine au niveau des fléchisseurs. Quand elle est la dame en position debout, vous voyez que déjà parfois si c'est une hémiparésie, je vais vous montrer une vidéo, quand elle est en position debout, vous avez l'impression qu'un membre il est surélevé et que l'autre il est normal. Donc au niveau du membre supérieur, c'est surtout les fléchisseurs. Et au niveau des membres inférieurs, c'est surtout les extenseurs. C'est pour ça qu'ils marchent en traînant les pieds. Vous avez le gros orteil en général qui accroche, il traîne le pied. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la spasticité, comme je vous ai dit. C'est les fléchisseurs du membre supérieur et c'est les extenseurs du membre, donc les fléchisseurs du membre supérieur et les extenseurs du membre inférieur. Là aussi, pour évaluer la spasticité, alors cette hypertonie, vous avez certainement dû la remarquer, elle est variable d'une patiente ou d'un patient à l'autre. Là aussi, il est important d'évaluer et connaître l'importance de cette hypertonie. Là aussi, il y a une échelle, ce qu'on appelle l'échelle d'Ashworth. C'est une échelle qui évalue aussi de 1 à 4 l'importance de cette hypertonie. Alors, par exemple, une cotation à 1 veut dire qu'une échelle, donc c'est une absence de spasticité ou tonus normal. 1+, vous avez une légère augmentation, mais surtout dans les derniers degrés des amplitudes articulaires, c'est-à-dire là, quand vous étirez, mais vers la fin que vous sentez la résistance. Le 2, quand c'est très important et que ça touche pratiquement tout le secteur de mobilité, de la flexion maximale à l'extension. Le 3, quand ça rend, vous essayez d'étirer, vous sentez que vraiment c'est difficile, il faut parfois une force vraiment importante pour étirer le membre.
et le 4 quand c'est vraiment l'articulation qui est totalement fixée. Donc là aussi, on peut avoir, sur tous ces éléments-là, la paralysie, cette hypertonie, on peut avoir une cotation exacte pour avoir une idée sur la sévérité et du coup, donc les traitements qu'on peut éventuellement proposer. Alors, je vous propose là une vidéo qui illustre un peu le déficit moteur. Alors, je vous laisse, à votre avis, le déficit est de quel côté? Qu'est-ce que vous y voyez? Le pied qui... Alors, le pied qui traîne, la main. Est-ce que c'est un tonus normal? Regardez le côté droit par rapport au côté gauche. Alors, bah, spontanément déjà en position debout, elle garde le membre supérieur qui est fléchi. Ça, c'est une hypertonie, c'est de la spasticité qui prédomine au niveau des fléchisseurs qui donne éventuellement cette posture en flexion du membre supérieur. Alors, je redéfile encore une fois la vidéo. Alors, le déficit, c'est lui qui fait traîner le pied. Vous avez le pied, regardez, on sent que vraiment elle traîne le pied gauche. Regardez aussi la flexion du genou. Elle n'arrive pas à fléchir totalement le genou parce qu'il y a une spasticité au niveau du quadriceps qui fait que le genou reste raide en extension. Donc là, vous avez une illustration des deux troubles moteurs, c'est-à-dire la paralysie associée à la spasticité. Alors moi, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse. La spasticité, c'est vrai qu'elle peut être dérangeante parce que la sensation que ressent le patient, alors si par exemple je donne un coup de poing comme ça, alors j'arrive à le faire facilement. Quand on a cette spasticité ou cette hypertonie, c'est comme quelqu'un qui fait ça. Donc ça le bloque dans le mouvement. Et sur un terrain déficitaire, donc de déficit, donc ça rend le mouvement encore plus difficile. C'est pour ça que dans certaines situations, il va falloir diminuer cette hypertonie pour faciliter le mouvement, le peu de commandes motrices ou de commandes qui restent dans le membre. Ça va, c'est clair? Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est interactif s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Parfois, c'est le contraire. L'hypertonie est utile aux patients. Oui, tout à fait. Alors, c'est le cas de cette patiente. Si on enlève, il va y avoir le déficit qui va apparaître. Et donc, alors, le muscle moteur qu'on craint le plus, c'est le quadriceps. Parfois, le patient, vous lui demandez de faire l'extension activement, il n'arrive pas à le faire. Mais c'est parce qu'il a une spasticité au niveau du quadriceps qu'il arrive à verrouiller son genou et à marcher. D'accord? Donc, la spasticité, dans cette spasticité, elle peut être gênante en mouvement, comme elle peut être utile et être à l'origine du mouvement en lui-même. D'accord? C'est clair? Alors, un autre trouble moteur, c'est le trouble de l'équilibre ou l'ataxie. Donc, les troubles de l'équilibre dans la sclérose en plaques peuvent avoir trois origines en fait. C'est soit par atteinte du cervelet, et là vous allez avoir un problème d'équilibre plus un problème de coordination, soit vous allez avoir un problème, une atteinte des noyaux vestibulaires, donc qui commande tout ce qui est équilibre, donc l'équilibre éventuellement, et très souvent là c'est des patients qui accusent des troubles d'équilibre associés à un vertige. Vous allez avoir également une atteinte médulaire, donc c'est surtout des cordes postérieures, quand vous avez donc une démyelisation qui a touché essentiellement les cordons postérieurs de la moelle épinière avec des troubles justement de la sensibilité profonde. Alors, c'est quoi cette sensibilité profonde? Si je vous dis les yeux fermés, montrez-moi votre genou, c'est en mesure d'y aller directement. C'est parce qu'on a une capacité au niveau des articulations et grâce à tout le système neurologique pour percevoir, même les yeux fermés, la position de nos articulations dans l'espace. Et cette fonction peut être altérée. Et donc le patient, il ne sent plus si ses pieds sont bien au contact du sol, si ses genoux est verrouillé ou pas. Et donc ça peut être source d'équilibre. En général, elle est aggravée donc, par l'obscurité, par la fermeture éventuellement des yeux. Alors ces troubles d'équilibre, on peut également les évaluer cliniquement, mais également avec des manières, des éléments vraiment très, voilà, des éléments paracliniques assez précis. Alors vous avez déjà cliniquement ce qu'on appelle le test de Rombert, qui consiste à demander au patient de se tenir bien droit, de pointer les deux index. Alors vous les observez dans un premier temps. Normalement, il est censé tenir en équilibre. Il ferme les yeux
Alors, si vous avez une apparition d'oscillation, à la fermeture des yeux, c'est en faveur d'une origine proprioceptive, la sensibilité profonde. S'il ferme les yeux, ça s'aggrave et c'est latéralisé d'un côté, ça oriente vers une atteinte de l'oreille, enfin des noyaux vestibulaires. Et puis, si vous avez donc des oscillations qui sont déjà présentes, les yeux ouverts et qui persistent à la même intensité, même les yeux fermés, ça oriente vers une origine cérébelleuse. Donc déjà, le test de Rombert, il a un double apport, diagnostic, mais également orientation de la cause du trouble de l'équilibre. On peut également évaluer la sévérité par des échelles fonctionnelles, mais également par des plateformes de force. C'est des plateformes qui vont enregistrer le déplacement du centre de gravité du corps, normalement qui est situé au niveau de S2, S4, alors en se tenant en position debout. Normalement, ce centre de gravité il doit toujours se projeter ici. Quand on a un trouble de l'équilibre, vous allez voir que ce centre de gravité, le patient qui est assis, ça part vers l'avant, ça part vers l'arrière, vous n'avez pas une projection nette comme ceci. Vous avez le patient qui peut aller un peu en avant, en arrière. Donc ça nous permet d'avoir une idée précise sur l'importance du trouble de l'équilibre. Et bien évidemment, on va avoir une idée sur son retentissement. Alors il y a aussi les plateformes de posturologie, qui est intéressante surtout quand on a une atteinte d'insensibilité profonde. C'est une plateforme où le patient va se mettre debout. Alors on va donc c'est une plateforme instable. Donc on va également le déstabiliser et on va recueillir encore une fois son centre de gravité. Ça permet à la fois le diagnostic mais également la rééducation. D'accord? Bien évidemment, quand on a des troubles de l'équilibre, le risque majeur c'est la chute. Alors, il y a des échelles également fonctionnelles qui permettent d'évaluer l'équilibre. Vous avez, alors par exemple ici c'est une échelle très simple qu'on appelle l'épreuve de Tinetti. Ça consiste à donner une chaise au patient, l'installer, lui demander de se mettre en position, tout d'abord assis, va se mettre en position debout, il va donc marcher par exemple jusqu'au fond du couloir, faire demi-tour, il va revenir, il va s'y installer. Ça vous permet d'avoir une idée précise sur les différents temps de l'équilibre. Le passage de l'assis debout, l'équilibre debout, l'équilibre à la marche, ce qu'on appelle l'équilibre dynamique, le demi-tour, est-ce qu'il est simple ou décomposé, et puis le retour et l'installation. Donc c'est une échelle qui est très simple de réalisation et qui nous permet d'avoir une idée également sur parce que l'équilibre, on en a besoin quand on est debout, mais même quand on marche. Ça permet donc d'évaluer les différents temps de l'équilibre. Alors on arrive après aux troubles neuro-orthopédiques. Les déformations qu'on peut observer en rapport avec l'atteinte motrice et la spasticité. La spasticité, le fait de garder le membre tout le temps comme ça, le membre inférieur tout le temps, parce que l'hypertonie, elle est quasi permanente toute la journée, toute la nuit. Le garder à force, l'articulation, à certains moments, elle va se fixer. Elle va se fixer dans une attitude vicieuse. Alors, au niveau du membre supérieur, on peut avoir un membre comme ceci. Regardez, fléchi, avec un poignet en hyperextension, le poing fermé. Ça favorise la mycose. C'est douloureux. Et l'hypertonie, le fait de rester tout le temps comme ça, c'est très douloureux. Alors, vous avez au niveau du membre inférieur, c'est le pied qui roule en varus équin. Bien évidemment, vous imaginez que la marche est quasi difficile, douloureuse. La spasticité avec la raideur articulaire que ça engendre sont à la fois, du point de vue fonctionnel, très gênantes, mais également très douloureuses. Alors, on arrive maintenant à l'évaluation fonctionnelle. Donc, on a passé en revue un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le contrôle moteur, la spasticité, les troubles orthopédiques liés à la spasticité ou déficit, l'équilibre. Maintenant, on va voir les capacités, comment on peut évaluer les capacités fonctionnelles. C'est-à-dire, est-ce que le patient arrive à se déplacer, oui ou non déjà? Est-ce que c'est un patient qui est confiné au fauteuil roulant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est confiné au lit? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche mais qui a besoin d'une canne, de 2 cannes, d'un déambulateur? Donc on va évaluer ses capacités de déplacement. Alors bien évidemment que ça soit, est-ce qu'il est déjà au fauteuil roulant ou marchant? La station couchée. Alors déjà au lit, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à se retourner ou pas? Est-ce qu'il arrive à relever son bassin ou pas? Est-ce qu'il arrive à s'asseoir correctement ou pas? Donc là c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel, par exemple en déglutitus dorsal, avec donc, les retournements. Alors l'évaluation également fonctionnelle va porter sur l'équilibre, ça on en a vu. Et puis l'évaluation de la marche.
de la marche, comment on peut le faire? Alors, comme le test de Romberg qui était tout à fait en clinique, on peut évaluer également la marche. De façon très simple, on demande aux patients de marcher comme déjà dans l'épreuve de cinétique, je vous ai dit. Ça nous permet d'évaluer l'équilibre, assis, debout, et en même temps la marche. Alors très souvent, alors moi c'est juste pour partager avec vous, quand je vais examiner la marche du patient, je fais très souvent sans insu. Quand il rentre, avant qu'il s'installe, je prends toujours le temps de regarder. Parce qu'après, quand je lui demande de marcher, il a tendance à se corriger. Et donc, on passe à côté de certaines choses. Je lui dis, écoutez, quand vous êtes rentré, vous avez cette posture, vous avez ceci. Donc, très souvent, le regarder sans insu vous apporte beaucoup d'informations. Donc, pour évaluer la marche, ça peut être cliniquement. Je vais évaluer donc la hauteur du pas, la longueur du pas. Est-ce qu'il traîne son pied? Est-ce qu'il balance ses bras? Est-ce qu'il ne trébuche pas? Donc ça, c'est cliniquement. Après, je peux évaluer ses capacités sur, par exemple, sur 6 minutes. Je vais voir un peu le parcours qu'il a pu marcher sur 6 minutes, avec quelle vitesse. Et on a très souvent, enfin, on a un tableau qui nous permet de coordonner le résultat par rapport aux capacités et à l'âge du patient. Est-ce que c'est une marche fluide, normale ou pas? Le stop walking ou end talking, alors là, c'est pour évaluer la coordination. C'est-à-dire, je vais lui demander de marcher, et quand je vais lui dire, quand je parle, vous vous arrêtez. Et là, donc, pour voir un peu sa capacité de sa réactivité, et en même temps sa coordination. Alors, je lui demande, il marche, je lui dis, tac, je vais voir s'il s'arrête, aussitôt, s'il trébuche, s'il coordonne un peu sa démarche ou pas. Donc ça nous permet d'avoir deux tâches à la fois. Il doit être vigilant, il doit être attentionné, il doit faire attention. Donc c'est pour voir aussi sa capacité de concentration, qui est très souvent altérée chez les patients atteints de sclérose en plaques. Et puis il y a un autre moyen, très élaboré maintenant, qui nous permet d'évaluer la marche de façon quantifiée. C'est ce qu'on appelle l'analyse quantifiée de la marche. C'est un laboratoire de mouvement qui est actuellement disponible même à Casablanca et à Marrakech aussi. Alors, on va demander à la patiente, on va lui mettre des capteurs au niveau des articulations et on va lui demander de marcher sur une plateforme. Il y a des caméras optométriques sur tout le couloir de marche. Là, ce sont des capteurs qui sont réfléchissants et qui captent aussi les rayons infrarouges. Et on va retracer, regardez, on va les modéliser, et on va retracer son schéma de marche pour voir où existe également, enfin plus précisément, le déficit. Alors, je vais vous projeter ça. Regardez, on va voir comment. Alors, on va regarder, elle marche les genoux fléchis, elle traîne le pied droit. Donc, ça nous permet d'avoir une idée précise sur le trouble exact de la marche qu'elle a, les muscles qui sont spastiques, les muscles qui sont déficitaires, quel traitement il faut lui recommander, que ce soit sur le plan rééducation, sur traitement, gestion de la spasticité ou traitement également de l'appareillage à associer. Donc c'est un élément qui est disponible maintenant au Maroc. Hein. À un certain moment c'était de la science-fiction, mais actuellement c'est disponible. Donc je vous reprojette la vidéo. Donc ça nous donne une idée exacte sur les muscles déficitaires, les muscles spastiques, les éléments à injecter, avec également une idée sur son centre de gravité. Alors enfin, pour l'évaluation de la capacité fonctionnelle, il y a également l'évaluation de l'autonomie. Je pense que c'est une échelle qui a été proposée. C'est une échelle qui évalue le handicap, ce qu'on appelle le DSS. Donc c'est une échelle qui code de 0 à 10 les capacités fonctionnelles de la marche, de la déglutition vers les stages, vers les étapes finales. Donc l'autonomie du patient, est-ce qu'il marche, donc il a il a un examen neurologique tout à fait normal. À 1, il est encore capable de courir par exemple, jusqu'à stade 5, l'introduction d'une aide technique à la marche, une canne, un déambulateur, ou alors à 7 quand il est au fauteuil roulant, et enfin le 8 et le 9 quand il est confiné, et quand on commence à avoir des troubles de déglutition et de troubles de l'élocution associés. Enfin, une dernière échelle pour évaluer les capacités fonctionnelles ou la satisfaction du patient, c'est une échelle qui évalue la qualité de vie de ces patients, ce qu'on appelle l'échelle 759. C'est 59 questions sur lesquelles on voit un peu le patient s'il est content, s'il est satisfait, s'il reste encore autonome, si sa qualité de vie est perturbée ou pas. En général, le score varie entre 59 et 290 et ça permet donc d'avoir une idée sur la qualité de vie. Alors ça, c'était pour la première partie, c'est-à-dire les troubles neuromoteurs qu'on observe dans la sclérose en plaques et comment est-ce qu'on l'évalue en MPR, en médecine physique et de réadaptation. Alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à cette partie-là.
Est-ce que ça répond un peu à des choses que vous avez vues, que vous avez observées dans votre pratique? Oui. Maintenant, vous pouvez porter un nom exact à chaque symptôme éventuellement, et même avoir une idée sur l'origine, par exemple, de troubles d'équilibre. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Oui? Alors, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est vraiment une séance interactive. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces troubles? Alors, c'est une prise en charge, et là, ce qu'on appelle en réadaptation, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Il y a bien évidemment le staff médical avec le neurologue, le MPR. Il y a également tout un staff paramédical et également social qui doit être impliqué dans la prise en charge de cette affection. Alors, moi, je vais traiter beaucoup plus tout ce qui est rééducation dans la prise en charge, puisque vous avez abordé avec mes collègues neurologues tout ce qui est traitement de fin et traitement de première ligne et deuxième ligne. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler le déficit, le contrôle moteur qu'on avait évalué, donc la paralysie? Comment est-ce qu'on peut aider les patients à récupérer, à faciliter justement la récupération de la marche, la récupération de l'équilibre? Alors, dans un premier temps, il y a des techniques kinésithérapiques qui permettent de récupérer, par exemple, ici on travaille par exemple les ischio-jambiers, on va essayer de stimuler la récupération de ces muscles. Donc, de façon analytique, on va demander aux patients de fléchir. Et il y a des techniques qui aident justement à récupérer la fonction justement de cette commande. Alors il y a des techniques très spécifiques, ce qu'on appelle les techniques de Bobat et les techniques de Kabat. Ce sont des techniques de kinésithérapie qui travaillent le schéma moteur, qui stimulent la récupération motrice et qui permettent également d'inhiber la spasticité. Alors peut-être je vais vous donner une petite astuce quand vous serez amené par exemple à piquer vos patients et que vous voulez les mettre en extension. Surtout quand c'est une spasticité très importante. Alors en général, pour ouvrir la main, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir la première commissure, le pouce, et vous allez voir que vous allez pouvoir ouvrir plus facilement la main et porter la main légèrement en abduction. Ne faites pas comme ça. En abduction, et vous allez voir que vous pouvez facilement détendre le membre supérieur et facilement le piquer éventuellement. Sinon, vous allez voir qu'il y a une résistance très importante pour faire votre prélèvement. Alors toujours pour travailler le contrôle moteur, éventuellement des muscles de la colonne vertébrale, des muscles antigravitaires, c'est la verticalisation, que ça soit spontané, le patient il arrive de lui-même, il arrive à se verticaliser, se mettre en position debout seul, ou aider. Carrément, il y a des appareils qui permettent, là, le stand-up qui permet justement d'aider les patients qui sont très déficitaires à se mettre en position debout. Et puis, vous avez toujours pour le travail du contrôle moteur, vous avez également le réentraînement à l'effort. C'est-à-dire, il faut encourager les patients qui ont la sclérose en plaques à marcher, à bouger. D'accord? Je vais aborder une partie où ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort, c'est-à-dire maintenir les capacités cardiaques et respiratoires à l'effort. D'ailleurs, quand il commence à marcher, il devient essoufflé. Vous allez voir, même chez les patients qui sont stade 8 ou stade 7 ou 8, on peut faire en quelque sorte un réentraînement à l'effort pour maintenir les capacités cardiovasculaires. Alors, d'autres moyens qui permettent le travail de la récupération motrice, vous avez le travail en balnéothérapie, surtout pour les patients qui ont un déficit important. Parce qu'avec dans l'eau, nous avons la poussée d'Archimède qui facilite le mouvement. Alors il y a la pesanteur qui est également anéantie, donc c'est un milieu qui favorise justement la commande, et qui facilite le mouvement, si vous voulez. Alors ça a également un autre avantage, vous allez voir, pour la spasticité. En France, par exemple, ils ont des bains avec une température de l'eau qui est un peu basse, parce que pour réduire la spasticité, le fait de baisser la température permet d'inhiber la spasticité. Donc la balnéothérapie a un double avantage. Elle permet de faciliter l'inhibition de la spasticité en diminuant la température de l'eau, et ça facilite également le mouvement par l'allègement du poids du corps. Il y a également toutes les techniques actuelles qui sont également disponibles au Maroc. C'est la marche robotisée. Alors celle-ci, c'est une marche avec uniquement ce qu'on appelle un allergène, c'est-à-dire juste un harnais qui permet de surélever le patient et donc de réduire le poids du patient. Ça permet justement de le faire marcher. Sinon, pour les patients qui sont très déficitaires, il y a la rééducation robotisée, carrément avec un exosquelette. Alors, on peut proposer également chez ces patients, même en cas de déficit. Alors, on se dit que, à un certain moment, on dit que quand il y a une paralysie d'origine centrale, ça ne sert à rien de renforcer. Or, il y a eu plusieurs études qui ont montré que même en présence de déficit,
faire du renforcement musculaire analytique de muscle par muscle permet de récupérer, récupérer justement la force musculaire et de maintenir les capacités fonctionnelles. Donc on peut faire un renforcement soit analytique lors des séances de kinésithérapie, comme on peut le faire de façon spécifique, par exemple ici pour les quadriceps, avec un appareil d'isocinétisme. Voilà, donc ça c'était par rapport au contrôle moteur. Donc le contrôle moteur, la principale, si vous voulez, thérapeutique, c'est le mouvement. C'est la kinésithérapie avec tous ses moyens, analytiques, robotisés, aidés avec allègement, balnéothérapie. Donc tout ceci, c'est ce qui permet le contrôle moteur. C'est la thérapie par le mouvement. La récupération du mouvement par une thérapie adaptée. Alors pour la spasticité maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors la spasticité, c'est cette hypertonie. Il y a plusieurs traitements. Et d'ailleurs, la spasticité, peut-être que c'est le seul symptôme du syndrome pyramidal qui est accessible à un traitement médicamenteux. Vous avez les traitements physiques, je vais les détailler rapidement, les traitements pharmacologiques médicamenteux, et enfin les traitements neurochirurgicaux. Alors pour les traitements physiques, c'est la cryothérapie, c'est le traitement par le froid. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise chez les patients après une activité physique, d'avoir toujours sur eux de l'eau froide. Donc après une séance de marche, prendre de l'eau froide, ça permet de réduire la spasticité. Les étirements musculaires, le fait de rester... Je suis dans les temps, non? J'ai débordé un peu? Non, je n'ai pas vérifié. Non. Alors, donc, quand on a cette hypertonie-là, comme ça, cette hypertonie, le fait d'étirer permet d'inhiber la spasticité. C'est pour ça que les séances d'étirement faites par le kiné ou après l'auto-étirement, le patient il doit apprendre à s'auto-étirer, permet de réduire la spasticité. Et très souvent, on prescrit des attelles, c'est des postures qui va porter, vous allez le voir au niveau de la main, qui va porter le soir pour maintenir ces muscles comme ça étirés. Ça soulage et ça réduit la spasticité. Alors, bien sûr, c'est de façon transitoire, c'est pourquoi il faut initier aux patients l'auto-étirement. Et également, c'est des orteils ou des attelles de posture, par exemple, comme celle-ci pour le membre inférieur, qui portera éventuellement le soir quand il est couché. Alors, vous avez également d'autres moyens qui permettent la réduction de la spasticité. Madame, Alors, voici, oui. j'ai une question. On a tendance d'utiliser des bains normalement chauds pour baisser ou bien pour ne pas contracter les muscles. Se relâcher. C'est vrai qu'on a tendance à penser que, d'ailleurs ça nous arrive à tous quand on parle au bain mort, quand on revient, on est très détendu parce que c'est vrai que la chaleur a cet effet myo-relaxant, ça relâche. Mais elle relâche les muscles, mais elle n'agit pas, elle aggrave la spasticité. Dans la sclérose en plaques, d'ailleurs, les patients qui souffrent de sclérose en plaques n'ont pas aller au bain mort. En été, la spasticité s'aggrave. Oui, et il y a le phénomène de toffe également qui s'installe. Donc chez le patient qui a une sclérose en plaques, le froid est encore plus bénéfique pour lui que la chaleur. D'accord? Et ça inhibe la spasticité parce que le froid, il ralentit la transmission de l'influx nerveux. Et donc, du coup, il permet d'inhiber la spasticité. Alors ensuite, vous avez les exercices d'étirement. Là, c'est juste des illustrations. Les étirements des ischio-jambiers. Je vous ai dit qu'il a tout le temps le pied comme ça. Donc étirer les ischio-jambiers, ça permet de réduire la spasticité à ce niveau-là. Étirer le quadriceps, toute la chaîne postérieure à la fois. Et ça, c'est des postures, hein, c'est des autopostures, c'est des choses que peut faire le patient lui-même, quotidiennement, pour lever la spasticité au niveau des adducteurs et au niveau également, de la cheville. D'autres exercices, donc là, c'est des postures d'inhibition de la spasticité. Je vous ai dit que pour ouvrir la main, il faut aller ouvrir d'abord la colonne du pouce pour ouvrir les autres doigts. Alors, c'est ce qu'il faut enseigner aux patients. Regardez, là, c'est des séances d'autoposture. Regardez. Il faut d'abord commencer par le pouce, ouvrir le pouce et posturer ensuite en extension de doigts. Pareil pour le membre inférieur, c'est au niveau de l'orteil qu'on peut inhiber, le gros orteil qu'on peut inhiber la spasticité des griffes. Vous voyez que parfois leurs orteils sont en griffes comme ceci avec le pied. Donc, c'est pour lever ces spasticités au niveau du fléchisseur commun des orteils qu'il faut mettre en extension le gros orteil pour inhiber la spasticité au niveau du membre inférieur. Ça, c'est des exercices également d'autoposture, c'est des choses que le patient peut continuer à faire chez lui de façon très simple. Regardez, même pour les pieds avec un léger écartement et le contrôle au niveau de la main. Alors sur le plan médicamenteux, qu'est-ce qu'on peut proposer pour la spasticité? Il y a des traitements généraux, des médicaments.
Alors, vous avez ceux qui sont très efficaces dans la sclérose en plaques de façon, c'est-à-dire précise, vous avez le baclofène, c'est le lioresal. Vous avez également la tizanidine. Donc là également, c'est un des traitements qui permet là, de réduire la spasticité. Le sirdalude, vous avez également. Et puis le diazépam, benzodiazépique ou d'androlène à un deuxième rang. Chez sclérose en plaques, autant par exemple chez les traumatisés crâniens, d'androlène est plus efficace, autant dans la sclérose en plaques, c'est le baclofène, le lioresal ou la tizanidine, notamment le sirdalude. Après, il y a également l'injection de toxines botuliниques. Alors l'injection de toxines botuliniques, les muscles à injecter passent d'abord par l'évaluation précise de la marche. On n'injecte pas un muscle spastique parce qu'il est spastique. Vous avez dit qu'il y avait des muscles qui sont spastiques mais qui sont utiles pour la marche. Allez injecter un quadriceps parce qu'il est spastique, ah ben, le lendemain en général 2 à 3 semaines, il va perdre la marche parce qu'il va perdre le contrôle du genou. Alors parfois même l'injection du triceps sural, le fait de l'injecter parce que c'est un muscle biarticulaire, il commande la cheville et le genou, on essaie de l'affaiblir pour avoir un appui sur la plante des pieds, mais en l'affaiblissant, on affaiblit également le contrôle de l'ischio-jambier sur le quadriceps. Et il arrive, il vous dit, après 2-3 semaines, j'ai perdu la marche, je ne verrouille pas mon genou. Donc là, pour injecter de la toxine, bien sûr, il faut déterminer la dose, il faut déterminer le muscle à injecter. Alors, on injecte une spasticité fonctionnellement gênante et on respecte celle qui est fonctionnellement utile. D'accord? Et il faut avoir un langage très objectif avec le patient. Il faut voir ses attentes et ce qu'on peut lui proposer. Parce que très souvent, il vous dit j'injecte la toxine parce que je vais récupérer la commande motrice. Non, on va diminuer l'hypertonie, cette résistance, et on va voir s'il y a une commande motrice résiduelle présente. Alors, avec l'injection de toxine, on va surtout réduire cette résistance. D'accord? Et très souvent, on trouve une commande qui est là. Il vous dit, depuis que vous m'avez injecté, j'arrive à mieux mobiliser mon membre. Alors, il y a d'autres moyens neurochirurgicaux. Alors, quand on a une spasticité qui répond bien, on peut aller couper le nerf qui est à l'origine, enfin qui innerve le muscle. On peut carrément placer une pompe à baclofène. C'est une pompe qu'on place au niveau de la moelle épinière et on injecte du baclofène, comme le lioresal, dans la moelle épinière, en intratécale. Alors, c'est surtout indiqué pour les formes généralisées ou paraparétiques très spastiques. Alors, enfin, pour le travail de l'équilibre, l'équilibre aussi, alors je vous ai dit, j'ai insisté, c'est 3 origines. Parce qu'il y a des exercices qui sont différents en fonction de l'origine. On ne travaille pas l'équilibre de la même manière quand on a une atteinte vestibulaire, une atteinte cérébelleuse ou une atteinte proprioceptive. Alors par exemple, quand vous avez une atteinte, alors on peut avoir un travail global. Alors le travail d'équilibre peut être travaillé par le kiné comme par le psychomotricien. C'est un travail qui travaille surtout, alors qui prend le temps d'insister sur notamment le contrôle du bassin et des ceintures, les ceintures scapulaires et les ceintures, donc la ceinture pelvienne. Alors moi, là aussi, pour la patiente qui est au fauteuil roulant, le travail d'équilibre avec ce qu'on appelle le push-up. Pourquoi le push-up? Quelqu'un qui est paraparétique, il est au fauteuil roulant, par exemple, 10 heures, donc il est à risque de développer quoi? Des escarres. Alors il faut leur apprendre ce qu'on appelle le push-up à faire toutes les heures. Ça leur permet de se surélever pour diminuer donc l'appui au niveau du fauteuil. Enfin, le travail spécifique en fonction de la cause. Si vous avez une atteinte sensitive, proprioceptive, la sensibilité profonde qui est atteinte, c'est un travail très spécifique qui doit se faire sur des mousses, donc des mousses de densité différente, ce qui permet justement de stimuler cette partie qui est atteinte dans l'équilibre et pas les autres. Donc on va travailler les mécanorécepteurs éventuellement et la sensibilité profonde par les tapis de mousse différentes. Alors des plans instables avec un biofeedback. Donc le patient il a un plateau ici instable qui est corrélé à un écran et par biofeedback il peut regarder ce qu'il fait, il essaye. Alors bien évidemment ici les oscillations de la plateforme doivent être très faibles pour solliciter que la sensibilité profonde. Ça peut donc avoir donc il peut s'autocontrôler et travailler davantage sur l'équilibre. Alors une autre ataxie qui est encore, je pense que mes collègues neurologues seront d'accord avec moi, c'est quand il y a une atteinte cérébelleuse avec une ataxie cérébelleuse. Alors je pense que vous n'avez pas grand chose à proposer. C'est la plus difficile. La plus difficile quand vous avez. La plus handicapante. Alors nous aussi on n'a pas grand chose
à proposer, et c'est l'ataxie, les troubles d'équilibre, qui donne le moins, enfin, à qui on a moins de moyens physiques à proposer. Il y a ce qu'on appelle le lestage, parce qu'ils ont un trouble d'équilibre, ils ont également des tremblements, une hypotonie qui favorise. Et là, pour diminuer surtout l'intensité des tremblements, leur donner plus d'appui, on peut faire ce qu'on appelle un lestage. C'est vous savez, les poids, on peut placer au niveau du poids lesté, on peut les mettre dans les points distaux, au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, pour donner plus de stabilité et réduire un peu le... Ça marche. Ça marche Ça- parfois. ça marche chez quelques parfois. malades, oui, chez quelques malades, je leur dis d'aller chercher au Décathlon par exemple avec des petits poids. C'est c'est-à-dire, des petits pas- poids, c'est des petits Et poids. parfois ça stabilise un petit peu L'appui, ça le donne un meilleur tremblement. appui au sol. Mais quand il y a une diminution de la commande motrice, parfois ça gêne parce que c'est une résistance encore plus au En plus, mouvement. ouais. Après, il faut voir est-ce qu'on veut privilégier. S'il n'y a pas une paralysie très importante, s'il n'y a pas une paralysie très importante, c'est ça dans le cérébelleux qui est au premier plan, voilà, ça donne un bon résultat. Si il y a une paralysie associée, bah, ça donne une résistance Bon, supplémentaire. le feedback que j'ai eu, c'est surtout sur le tremblement. Quand il n'y a pas de déficit moteur, ça stabilise un petit peu le membre. Ouais. Alors moi, j'avais proposé également, c'est un patient qui avait des spasmes. C'est très important. Et là, ça réduit au moins l'ampleur des mouvements. Alors enfin, comme c'est une atteinte vestibulaire, là c'est vraiment le travail sur une plateforme interactive avec un plateau très instable dans les différents mouvements, antéro-postérieur, latéral. Ça donne un très bon résultat dans l'ataxie d'origine vestibulaire. Ah, il y a eu d'autres techniques qui sont très simples également, c'est la Wi-Fi. Vous l'avez toujours à l'hôpital? Non, en fait, là, le travail qui a été fait par le professeur Batimani, d'accord, c'était dans le cadre d'une étude. Donc voilà, sur cas. Alors la Wi-Fi. Non, d'accord, on ne la fait pas dans la pratique de tous les jours. C'était La- plus une étude, on peut dire, expérimentale pour vérifier l'efficacité chez les patients parkinsoniens. D'accord, voilà. C'était une étude chez les malades parkinsoniens, c'était pas de oui versus avec oui. Et effectivement, En tout cas, dans la sclérose en plaques, ça donne de bons résultats. Dans la sclérose en plaques, c'est sûr que ça donne de très bons résultats. Et l'avantage, c'est vous savez, la Wi-Fi, c'est les enfants, ils l'ont pour éventuellement travailler, on les voit dans les centres commerciaux, etc. Voilà, avoir une dose. On peut l'avoir à domicile, donc ça lui permet également faire des exercices d'auto-rééducation également. Et puis, un élément très important sur lequel je voudrais insister, c'est l'école des chutes. Quelqu'un qui a des troubles d'équilibre, certainement, il va chuter. Et en rééducation, on leur apprend comment chuter et comment se relever du sol, et ça, c'est très important. C'est que parfois, quand on chute, surtout s'il y a des troubles praxiques associés, ils ne savent plus comment se relever, avec la spasticité, avec la raideur, et ça s'apprend. On travaille cette stratégie de rééquilibration. Alors, donc, il faut travailler également la marche. Je vous ai dit que la marche est très altérée, avec donc le problème de hauteur de pas, d'asymétrie, de longueur de pas. On peut faire un indissage au sol. On peut carrément travailler la marche entre les barres parallèles avec un mécanisme de suspension pour réduire, quand on est paralysé des deux membres inférieurs, pour réduire l'effet de la pesanteur et du poids. Le travail toujours de l'équilibre et de la marche en hydrothérapie, en balnéothérapie. J'insiste là sur les douches froides et sur les bains de glace. C'est très efficace pour l'inhibition de la spasticité. Et un élément très important, c'est le réentraînement à l'effort, c'est-à-dire la capacité du patient à maintenir sa condition respiratoire et cardiaque apte à suivre un effort. Vous savez, le fait de passer du lit au fauteuil roulant, ça devient difficile pour lui, c'est qu'il y a des neiges, etc. Donc là, un patient non marchand, le fait de le verticaliser sur table équivaut à un réentraînement à l'effort, parce qu'on stimule, on met tout le corps sous l'effet de la pesanteur, on stimule bien évidemment le système vasculaire, etc. Et donc ça permet c'est l'équivalent d'un réentraînement à l'effort. Ensuite, si vous avez quelqu'un qui a un déficit, par exemple, du membre inférieur ou du membre supérieur, on fait faire un renforcement musculaire avec un réentraînement cardiovasculaire, soit uniquement du membre supérieur, ou uniquement du membre inférieur. Ça dépend de son déficit. Mais on peut toujours travailler avec la condition cardio-respiratoire générale. Et là, on s'adapte, bien évidemment, au cas du patient et à son atteinte. Alors sinon, pour celui qui n'est pas très atteint, ça peut être le travail sur marche, sur tapis roulant, sur stepper. Donc quelqu'un qui n'a pas de problème de marche, il faut y aller. Ça lui permet de développer à la fois ses compétences, sa VO2 max, sa capacité respiratoire à l'effort, et d'entretenir aussi ses muscles. Alors enfin, il y a
la prise en charge des troubles moteurs, de la paralysie, il y a tout ce qui est appareillage. Alors, quelqu'un qui marche en raclant son orteil sur le... Voilà, il faut lui prescrire alors, un élément d'appareillage qui lui permet de relever donc, son avant-pied pour qu'il ne chute pas, que ça n'accroche pas, et ça facilite même le mouvement. Là, on a le choix entre deux types d'orthèses, soit des orthèses dynamiques, la première qu'on fixe sur les lacets, ou des orthèses vraiment rigides quand on a un appui plantigrade qui est vraiment délétère. Et là, le choix dépendra de l'analyse de la marche, c'est-à-dire de la commande motrice résiduelle qu'il a au niveau du pied. Ensuite, il y a les aides techniques. Que choisir? Les béquilles, un déambulateur à 4 roues, le mettre au fauteuil roulant. Là aussi, c'est une évaluation à la fois de ses capacités, son contrôle moteur, de la spasticité et de l'équilibre. Et là aussi, la prescription du type d'aide technique, c'est vraiment, c'est comme une ordonnance. Hein, quand vous voulez prescrire un antibiotique, il faut vraiment que ça soit bien indiqué, avec parfois une mise en situation. On essaie avec lui les techniques et on voit son équilibre, est-ce qu'il est bon ou pas. Et là, on va voir, est-ce qu'il faut garder une béquille, 2 béquilles, un déambulateur à roues, 4 roues, 2 roues. Donc là, ça se discute en fonction de l'évaluation. Il y a également des aides techniques, cette fois-ci pour le membre supérieur. Alors ça, c'est des aides techniques pour la marche. Des aides techniques également pour tout ce qui est donc, pour la main. Alors par exemple, quelqu'un qui a donc perdu un contrôle au niveau de la flexion-extension de sa main, on peut lui mettre ce qu'on appelle un gant métacarpien qui va fixer la main en position fonctionnelle. C'est comme ça qu'on peut saisir un objet. S'il a un déficit de la main qui reste comme ça en hyperextension, il n'arrive pas à saisir. On appelle typiquement la main de singe où il y a une hyperextension de la métacarpophalangienne. Alors c'est un gant qui va permettre de réduire cette hyperextension, mettre le métacarpophalangienne en flexion et favoriser la prise. Il y a également, par exemple, des aides comme ça pour enfiler les chaussettes. Là aussi, des ouvre-boîtes. Plus on utilise des ustensiles qui sont gros, plus on peut alors ouvrir une bouteille comme ça. Ça demande une dextérité, une finesse dans la prise pour ouvrir. Si on met un élément plus gros pour ouvrir, bien évidemment, ça facilite et on préserve les capacités fonctionnelles du patient et son autonomie. Alors, bien évidemment, quand on dit hypertonie, il faut qu'il y ait relaxation. Donc, la relaxation peut être également proposée, des séances de yoga, des séances également en psychomotricité de relaxation. C'est aussi qui le font très bien, la relaxation avec des exercices respiratoires. Alors, qu'en est-il du sport? Faut-il le faire ou pas? Oui. Le sport a un effet très positif chez les patients qui en sont atteints de sclérose en plaques. Alors, privilégiez bien évidemment les exercices à type de jogging, marche quand la capacité et le DSS le permet encore. Donc, c'est éviter, alors il y a des précautions, éviter par exemple les salles qui sont surchauffées, avoir toujours à la main une boisson fraîche, prendre une douche froide après l'effort et bien évidemment ne pas faire d'activité physique quand ils sont éventuellement poussés. Voilà, donc pour conclure, j'espère que je n'étais pas trop longue. Le sujet est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas tout dit, mais j'espère au moins avoir partagé avec vous des données, juste pour vous sensibiliser à ce qu'on peut apporter justement à ces patients pour garder leur capacité fonctionnelle, ça c'est très important. Donc les troubles moteurs, vous avez vu, c'est beaucoup de choses à la fois, beaucoup de symptômes, beaucoup de tableaux cliniques. La rééducation est certes un complément indispensable à tous les stades de la maladie. Ceux qui sont autonomes, il faut préserver leur capital. Ceux qui sont déficitaires, il faut potentialiser sur ce qui leur reste. Alors là aussi, il n'y a pas de protocole de rééducation sclérose en plaques. Mais il y a des protocoles de rééducation en fonction du patient, en fonction de sa lésion et en fonction de l'évaluation. Il n'y a pas un protocole, mais des protocoles de rééducation. Bien évidemment, le but est d'optimiser les capacités résiduelles pour maintenir l'autonomie du patient. Voilà, je vous remercie.